Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous teste le Viltrox 33 mm 1.4. C'est une petite résolution, cette gamme Viltrox qui arrive chez Fuji. Elle avait commencé avec la sortie du 85 mm 1.8 que je vous avais testé, mais c'était un objectif qui était fait pour les full frame, qui était adapté, qui était compatible avec les montures Fuji, donc sur APS-C. Mais enfin, c'est des objectifs full frame qui étaient un peu gros. Quand même, on est capable de faire plus miniature. Et justement, Viltrox se met enfin à faire une gamme entière d'objectifs à monture Fuji dédiés uniquement au système APS-C et c'est l'objectif que je tiens ici dans les mains. Ici, aujourd'hui, je vous teste le 33 mm 1.4, sachant qu'ils vont sortir le 23 mm et le 55 mm. Donc, cet objectif-là, comme vous pouvez voir dans la boîte, on a un sachet Viltrox, donc une petite housse de transport. La boîte, rien à signaler, tout ça est bien emballé, ça fait sérieux, sincèrement, on n'est pas sur du bas de gamme quand on reçoit tout ça. Et encore moins quand on regarde son pare-soleil, qui est vraiment un pare-soleil métallique. Ça, c'est très surprenant, on en voit très peu des pare-soleils métalliques. Donc, c'est quand même probablement une volonté de Viltrox de lancer un message et de dire non, on n'est pas là pour faire du bas de gamme. Cet objectif en lui-même, quand on le regarde, écoutez, on peut voir en premier qu'on est sur un objectif monture Fuji native avec les connecteurs. Ensuite, on voit que Viltrox a pris le soin d'adapter une bague d'ouverture. Donc là aussi, c'est plutôt appréciable. Même si cette bague d'ouverture n'est pas cliquée, c'est-à-dire qu'on ne sent pas le crantage de chaque ouverture, ce qui est un peu dommage. En vidéo, c'est probablement un atout pour ceux qui ne veulent pas faire de bruit et qui veulent surtout des transitions très douces et pas avoir quelque chose de cranté qui donne des transitions assez dures entre les tiers de stop. Mais en photo, on aime bien sentir l'ouverture pour arriver justement parfois à changer l'ouverture sans regarder. Et on a juste à dire 3 crans, on sait que ça fait un stop. Donc, quelque part, le fait de ne pas l'avoir, moi j'ai été gêné parce que finalement, je me suis retrouvé assez régulièrement à être au milieu, à ne pas savoir exactement où je suis. Et finalement, je dois changer l'ouverture et je suis obligé de regarder l'ouverture qui s'affiche sur mon viseur pour savoir si je dois reculer, avancer un peu. Et au final, je suis obligé de sortir l'œil du viseur et de regarder l'ouverture. Donc, bon, moi, pour cette ouverture-là, c'est bien peut-être en vidéo, mais en photo, c'est pas idéal le fait de ne pas avoir de crantage. Après, on est content quand même d'avoir une bague d'ouverture. Juste après le F16, on a une position automatique, donc elle est bien présente et elle est crantée, contrairement au reste. Donc, 1.4, donc une grande ouverture, on est ici sur un 33 mm, donc on n'est pas exactement sur le 35 mm, 33 mm, ça fait 2 mm de moins, ça fait une vue un tout petit peu plus large, sincèrement ça ne va pas changer grand chose. On a une bague de mise au point qui est assez douce, qui m'a semblé assez précise, assez fluide, rien à signaler de plus. Quand on regarde son petit nom devant, on s'aperçoit que la distance minimale de mise au point est de 40 cm, ce qui comparé aux autres 35 mm est plutôt important, vraiment important, ça fait, on le montrera en photo, mais ça fait quand même une différence, on ne peut pas s'approcher, on ne peut pas faire de gros plans, le rapport de réduction est plutôt défavorable sur cet objectif-là. Ensuite, on a un AF 33 mm 1.4, STM c'est le moteur autofocus, ED ça veut dire qu'il est traité contre les aberrations chromatiques, on en parlera parce que les aberrations chromatiques c'est quand même un sujet sur cet objectif, et enfin on peut mettre des objectifs de 52 mm sur cet objectif. Voilà, une fois monté par exemple sur un XT4, ça forme un ensemble qui est globalement cohérent, tout ça c'est équilibré, il n'y a rien de spécial à signaler, en tout cas la qualité de fabrication est plutôt bonne sur cet objectif-là et réellement, ce n'est pas un souci. Alors, ce qu'on peut se poser la question, c'est finalement qu'est-ce que ça vaut sur l'ordinateur. Et on peut commencer en regardant le piqué. Ici, je vous ai mis à gauche le 1.4 contre le F2 à droite. Et en fait, on va se rendre compte que le 1.4 a quand même un peu de douceur au niveau du piqué. On sent qu'on n'est pas sur un piqué de très haut de gamme. On est sur quelque chose de bon sans être très bon et encore moins excellent. Donc ici, au centre, on est sur quelque chose qui est plutôt pas si mal. Et sur les côtés, par contre, on est sur quelque chose qui est presque flou. Mais a priori, il faut quand même penser qu'à 1.4, en général, on a une faible profondeur de champ et on n'attend pas une homogénéité. Donc c'est surtout le centre qui nous intéresse et le centre, il est plutôt pas mal. Donc je dis pas mal, ça veut dire qu'il n'est pas très bon ni excellent, mais il est pas mal. On voit quand même une nette amélioration sur la droite. Quand on passe à F2, le fait de fermer d'un stop, on a réellement quelque chose qui, cette fois-ci, est très bien
à f2. Hein. Donc vraiment, finalement, moi je trouve du bon boulot, parce qu'à 1.4, de toute façon, on n'a jamais un piqué fabuleux, c'est très très rare. Et on va augmenter en termes de piqué, tant qu'on ferme de stop, on va augmenter graduellement jusqu'à 5.6. À 5.6, on est réellement excellent. Hein. Ouais, quel que soit l'endroit que vous allez regarder, et si je vous montre au centre, on est réellement excellent, on est au niveau des objectifs, même de chez Fuji. Et on a regagné en homogénéité, avec des bords qui ont repris du piqué et qui se comportent de manière admirable. À partir de 5.6, on commence à avoir un piqué qui va se réduire, on va avoir des pertes de contraste et peu à peu, on va avoir des saturations un peu moins fortes, on va avoir un peu moins de précision, un peu plus de douceur. Ici, on voit bien, entre 5.6 et f8, l'objectif commence peu à peu à diminuer. Ça va être le cas aussi entre f8 et f11 et le pire arrive à f16, où là, réellement, l'objectif s'est plus ou moins effondré et je vous déconseillerais probablement de l'utiliser à f16, tandis que 5.6 est sa meilleure ouverture. En tout cas, moi, la première semaine où je l'ai utilisé, ici j'ai pris quelques photos, je ne l'ai pas utilisé du tout dans des buts de test. Je l'ai utilisé juste par plaisir, j'étais concentré sur le XT4, j'avais pas du tout l'optique pour l'instant de préparer ce test. Et moi, finalement, j'ai pris quelques photos que je pouvais vous montrer, j'ai été plutôt emballé finalement. De prime abord, moi ça a été mon premier sentiment quand j'ai regardé les photos. Je me suis dit, c'est plutôt pas mal. Regardez ici, salle de bain. Bon, on est à ISO 1250. Donc c'est clair qu'on a l'ISO qui est venu jouer, mais finalement, quand on zoome et qu'on regarde le piqué, même quand on regarde ici la profondeur de champ et le bokeh qui est derrière, écoutez, moi je trouvais que c'était vraiment pas mal. Regardez ces photos-là. On se dit pas, ah oui, effectivement, c'est du bas de gamme. Non, on se dit, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai trouvé que finalement, ils avaient fait du plutôt bon boulot. Alors après, quand on regarde ces photos-là, je me dis aussi, la balance des blancs, le rendu des couleurs est plutôt sur le côté un peu bleuté. C'est-à-dire que la balance des blancs est un peu froide sur ces photos-là. Donc c'est probablement le rendu des couleurs de Viltrox. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai eu tendance, ici c'est des photos qui sont brutes, mais à vouloir réaugmenter la balance des blancs pour essayer de contrôler, parce qu'effectivement, on a un côté un peu froid au niveau du rendu des couleurs. Mais pour le reste, sincèrement, ça fait très très bien le job. Ici, voilà, un petit chien. Regardez tous les détails qu'on a sur le portail et qu'on a dans le museau du chien, donc réellement sur la truffe et compagnie. Ça fait bien le boulot. Après, on voit bien la différence. Ici, c'est 5.6. Ici, c'est 1.4. On voit bien qu'à 1.4, on n'a pas du tout le piqué optimal. On est sur quelque chose qui n'est pas si mal, mais on n'est pas du tout sur le niveau de détail qu'on a ici à 5.6. Bref, voilà, tout ça pour dire que moi, de prime abord, quand j'ai regardé les photos, je me suis dit, c'est plutôt pas mal. Le rendu des couleurs est joli, le bokeh est joli. Regardez, ici, c'est quand même assez doux. Voilà, moi, je trouvais que c'était du bon travail. Après, évidemment, quand on passe au niveau des mires et compagnie, qu'on essaye d'être un peu plus précis, on va devenir un peu plus critique et c'est là où on va voir les défauts. En l'occurrence, ce qui ne lui fait pas défaut, c'est l'autofocus. Il était attendu sur l'autofocus, puisque quelque part, on reproche au 35 mm 1.4 de chez Fuji de ne pas avoir un autofocus capable de suivre sur des sujets en mouvement. Ici, il en est capable. Je vous ai mis 2 rafales, mais de manière générale, regardez sur cette longue rafale, j'ai toutes les photos qui sont nettes tout au long de la rafale. Hop, je vais remonter. Mais tout au long de la rafale, les photos restent globalement nettes. Il perd quasiment jamais son sujet. Vous voyez, ici, on y est. Donc, moi, j'ai estimé sur une dizaine de rafales que j'avais un taux. Voyez, ici, regardez, elle se rapproche. Et elle est toujours... Voilà, ici, il a perdu. On voit bien quand il perd. On voit bien la différence entre ça et ça. Et il va le regagner. Voilà. Donc, moi, j'ai estimé que sur une rafale, on est à peu près à 15-20% de déchets. C'est à peu près la moyenne que j'ai eue. Évidemment, c'est plus difficile quand le sujet vous fonce dessus à toute vitesse que quand le sujet est un tout petit peu de côté, comme c'est le cas ici pour ma fille. Quand il me fonce, mais bien qu'au début, elle est quand même bien de frontal. Évidemment, après, elle m'évite. Mais quand je le fais faire à mon chien qui, lui, va beaucoup plus vite, on se rend compte qu'on est sur un moteur autofocus qui n'est pas non plus capable de suivre les sujets les plus rapides. Ici, avec mon chien, il va réellement être pris à défaut. Au début, ça va, mais il va rapidement pas pouvoir suivre dès qu'elle commence à accélérer. Voilà, à partir de maintenant, on est sur des photos qui sont hors focus. On voit, c'est la queue ici qui est dans le focus et il n'arrivera jamais quasiment à... Ici, cette photo, elle est bien. On voit ici sur les poils et sur les pattes, ça va. On peut voir ici sur la patte avant, c'est bon. Mais sur la photo suivante, de nouveau, il a perdu. Et finalement, voilà.
c'est pas non plus ce qui se fait de mieux en termes d'autofocus. On n'est pas sur un autofocus de premier plan, infaillible, qu'on n'arrive jamais à piéger. Mais enfin, je pense qu'il fera plutôt bien le boulot pour la plupart des scènes que vous pourriez rencontrer. En vidéo, pas grand-chose à dire, hein. Regardez, je vous ai fait cette petite scène autofocus où je lui ai demandé justement de me foncer dessus. Et on s'aperçoit que, regardez, l'autofocus, c'est super. Et sur la dizaine de tests que j'ai fait, pareil, en vidéo, j'ai jamais réussi réellement à avoir une hésitation. Ça fonctionne toujours super bien. Regardez ici, quand même, elle part de loin. Et il la suit nickel. Sans aucune hésitation autofocus, sans jamais de front. Nickel. Vraiment nickel. C'est le cas aussi au niveau de la détection des yeux et des visages. Tout ça, ça marche très très bien, hein. Au niveau d'autofocus, pour moi, c'est un des points forts de cet objectif-là et ça marche plutôt bien. Après, je suis au courant aussi, hein, il y a plein de défauts qui sont attribués à cet objectif-là. Moi, ces défauts-là, la plupart, je ne les ai pas eus. Donc, je n'ai pas eu les défauts d'ouverture que certains ont pu remarquer. Je n'ai pas eu les défauts d'ouverture qui changent quand on est sur le menu lecture. Enfin, voilà, il y en a 4 ou 5 défauts qui sont listés avec cet objectif-là, qui visiblement ne sont pas présents dans toutes les copies, hein, puisque j'ai vu des gens dire, ben, moi j'ai celui-là, mais j'ai pas celui-là, moi j'ai celui-là, mais j'ai pas celui-là. Donc, sachez que c'est un objectif qui est mis à jour, hein, possible avec nos firmware via USB. Donc peut-être que tout ça va pouvoir être corrigé. En tout cas, sur ma copie à moi, le seul quelque part défaut que j'ai vu, c'est le fait que lorsqu'on change l'ouverture en vidéo, ben, on va avoir des sautes de lumière. C'est-à-dire que voilà, on le voit ici, je suis en train de changer l'ouverture, on voit bien le bokeh derrière, et on a comme des passages noir-blanc, 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 qui sont assez peu esthétiques, hein. Donc quelque part, on a une bague d'ouverture qui n'est pas crantée pour que justement en vidéo, on puisse faire ça. Quelque part, en vidéo, sincèrement, on n'aura pas envie de changer l'ouverture parce que justement, on a comme ces passages noir-blanc que vous avez peut-être vus, hein, j'espère ici, qui font que c'est quand même pas génial, génial. Par contre, on a une absence totale de focus briefing, hein, comme je vous montre ici. Il n'y a absolument rien qui bouge, donc c'est plutôt sympa à ce niveau-là. Ensuite, on va voir le bokeh. La qualité du bokeh, elle est plutôt pas mal. Alors, je ne vous dirai pas que c'est magnifique. Ici, sur cette vidéo-là, ce qui m'avait tout de suite interpellé quelque part, ben, c'est justement ces aberrations chromatiques un peu partout. Ici, je pense que vous ne pouvez pas les louper, hein. Même sur YouTube, je pense que vous allez les voir, hein. C'est vert et rouge absolument partout, hein. Regardez ici sur le bouclier, sur les côtés, chaque bille de bokeh est quasiment entourée d'aberrations chromatiques. On peut voir un bokeh qui est un peu nerveux, qui n'est pas spécialement discret, mais les billes sont bien rondes. Sincèrement, ça marche bien, hein. Ici, regardez à f2 et regardez à 2.8, peu à peu le bokeh s'amenuise, hein. Mais si vous vous demandez la différence entre un bokeh de 1.4 et un bokeh de f2, bah c'est ça la différence. Donc on peut voir que les billes de bokeh, évidemment, sont plus diffuses à 1.4. Et justement, revenons sur les défauts optiques, puisqu'on les a vus un peu avec le bokeh. Et ici, par contre, je les vois quand la photo n'est même pas zoomée. Et ça, c'est quand même un signe d'aberrations chromatiques qui vont être très prononcées. Et effectivement, quand on va zoomer, on va se rendre compte un peu que, oui, c'est vrai que les aberrations chromatiques, c'est quand même un sujet sur cet objectif. Alors attention, hein, les aberrations chromatiques, ça s'enlève, hein. En un clic sur Lightroom, je fais disparaître cette frange rouge. Enfin là, on est quand même à un niveau d'aberration chromatique qui est globalement assez important. Donc, à noter que c'est très important, les aberrations chromatiques à 1.4. Ça devient beaucoup plus contrôlé à f2. Je ne vous dis pas que le problème est 100% réglé, hein. Si on zoomait beaucoup, on s'apercevrait que on reste avec une petite aberration chromatique, probablement d'1 mm. Vous voyez, ici, quand je suis zoomé à 8 fois, on voit bien, hein, l'aberration chromatique. Mais enfin, regardez ici l'aberration chromatique qu'on a. Waouh, à 1.4, là, on n'est plus sur une aberration chromatique, hein. Le truc, la boîte, elle a changé de couleur quand même. Donc, tout ça pour dire que les aberrations chromatiques ne sont pas forcément bien contrôlées à 1.4. C'est beaucoup mieux contrôlé à f2 et c'est absolument absent à partir de f2.8. Donc, les aberrations chromatiques, pas top. Le vignettage, plutôt pas mal. On a un peu de vignettage. Ici, si on regarde le bord et qu'on passe à f2, à f2 puis à f2.8, hop, regardez, on a un côté qui s'éclaircit un peu, mais enfin, on a un vignettage qui est assez peu prononcé et ça reste plutôt acceptable. Idem avec le Viltrox 85 mm 1.8, j'avais déploré un peu quelque part un problème de flair qui faisait des choses réellement parfois étonnantes, hein. Alors, c'était le cas de mémoire à 1.8, mais dès f2, c'était corrigé.
Ici, j'ai pas eu de réel problème de flair, franchement. J'ai essayé justement de le mettre dans des situations un peu difficiles. Quelle que soit la situation à laquelle je l'ai présenté, le flair, il s'est plutôt bien comporté et j'ai réellement rien vu d'inhabituel en définitive. Je ne dis pas qu'on peut pas avoir du tout de flair, hein. Quand on le cherche, on arrive à peu près à en créer, mais enfin, ça se passait plutôt bien. Donc, je l'ai dit au début de cette vidéo, cet objectif, il a une distance minimale de 40 cm. C'est beaucoup, 40 cm. Ça veut dire que, par exemple, sur ma petite figurine là, voici le rapport de grossissement maximal que j'ai obtenu. Si je suis sur F2, regardez, déjà le F2, il n'est pas extraordinaire, hein. Et j'arrivais quand même, vous voyez, à la différence. Et si je suis sur le 1.4, je vais encore plus loin, hein. Quand je regarde la différence entre le rapport du grossissement du XF 35 mm 1.4 à gauche et le rapport de grossissement de ce qui me donne le Viltrox à droite, si vous voulez faire de gros plans de quelque chose, sincèrement, c'est un objectif qui se débrouille pas terrible en fonction par rapport à la concurrence. Et justement, hein, quand on regarde la concurrence de cet objectif-là, ben, on va s'apercevoir que en termes de bokeh, sincèrement, il se comporte plutôt pas mal. Il se comporte réellement plutôt pas mal. Les billes de bokeh sont plutôt rondes. Alors évidemment, on a ces aberrations chromatiques qu'on peut voir ici, hein. Mais en termes de billes de bokeh, on peut voir que c'est un bokeh qui est un peu plus nerveux, un peu moins diffus, hein. On voit que les couleurs sont beaucoup plus pétantes, hein. On est beaucoup plus lumineux, j'ai envie de vous dire. Alors que le bokeh, on essaye en général, au contraire, qu'il soit assez peu distrayant et le plus fade possible, de façon à ne pas attirer le regard. Donc ici, on est sur un bokeh un peu lumineux. Il est d'un peu moins bonne qualité, à mon sens, que celui que propose le 35 mm 1.4. En termes, au niveau de F2, on peut voir encore, hein, des aberrations chromatiques un peu partout, hein, au niveau du bokeh ici, alors qu'il n'y en a pas du tout sur le XF 35 mm 1.4 de l'autre côté. Enfin voilà, en termes de bokeh, je trouve qu'il fait plutôt un bon boulot. Alors justement, j'ai voulu voir au niveau des aberrations chromatiques si c'était à peu près la même chose, hein, avec la même scène sur les autres objectifs. Et bon, clairement, ici, on a des aberrations chromatiques un peu vertes, des franges sur le 35 mm 1.4. Mais enfin, on n'est quand même pas au niveau d'aberration chromatique qu'on a sur le Viltrox. À F2, en tout cas, c'est un comportement qui est réellement similaire entre les trois objectifs. Rien de spécial à signaler. Au niveau du piqué, je les ai rapidement comparés à 1.4. Sincèrement, c'est à peu près la même chose, hein. XF 35 mm 1.4 ou 33 mm f1.4. Je trouve que le piqué est assez semblable au centre. Par contre, sur les côtés, l'objectif de chez Fuji est quand même plus homogène. Et encore, hein, quand je vous dis ça, parce que j'ai vu plein d'autres photos, mais encore sur cette photo-là, regardez, le XF 35 mm 1.4 de chez Fuji, il n'est pas au top, hein. Mais bon, de manière générale, il est quand même un peu plus homogène, j'ai trouvé. Quand on regarde à F2, on va s'apercevoir que, bah là encore, hein, 33 mm 1.4 de chez Viltrox, bah il tient bien le 35 mm 1.4 de chez Fuji. C'est quelque chose qui est assez comparable. Il n'y a vraiment que sur les côtés, bien que là, encore une fois, il n'est pas si bien que ça, le Fuji sur les côtés. Par contre, comment il allait se comporter par rapport au 35 mm f2 dont le prix est proche quelque part, hein. Ben, il est meilleur, hein. Il est quand même bien meilleur que le XF 35 mm f2 à f2, hein. Il est vraiment un cran supérieur. Au centre, on peut réellement voir la différence, hein. Si vous regardez les livres, je préfère largement l'image du Viltrox. Donc plutôt le point pour le Viltrox. Et c'est le cas aussi à 2.8. À 2.8, je trouve que le piqué du Viltrox est un peu supérieur au piqué du 35 mm f2. Allez, c'est le temps de conclure. Ici, je vous les ai mis côte à côte. On peut voir que la taille n'est pas tout à fait similaire et que le Viltrox est le plus gros, tandis que le XF 35 mm f2 est le plus compact. Alors ici, il n'y a aucun des objectifs qui remporte tout, hein, puisque le Viltrox est le plus gros et celui qui a la distance de mise au point la plus grande, mais il est aussi le moins cher, 349 €. Si vous cherchez à tout prix la compacité, c'est probablement celui-là que vous cherchez, hein, puisque regardez, le Viltrox, il est quasiment 2 fois plus gros. Par contre, effectivement, si vous cherchez un bon autofocus, un très bon piqué, hein, qui tient quasiment le piqué du XF 35 mm 1.4, bah, c'est vrai que la copie de chez Viltrox est plutôt pas mal si vous acceptez qu'il a des défauts, les aberrations chromatiques, et une distance de mise au point qui est assez longue, hein, alors que ce 35 mm 1.4 a une distance de mise au point qui est assez courte, hein. On est à 40 cm ici, à 28 cm ici, hein.
ça fait réellement la différence. Le poids aussi, hein, le poids de ces objectifs Fuji est 100 grammes, 80 grammes inférieur à Viltrox. Donc ça peut compter, hein. Chacun a ses propres critères. En tout cas, je trouve que Viltrox livre ici une belle copie et je pense que ce Viltrox devrait être le choix de prédilection de beaucoup de gens puisque on a ici une belle prestation, un beau piqué, un bel autofocus. On a quelque chose qui est globalement équilibré, hein, alors que ces deux objectifs-là, lui, il a quelque part le défaut de ne pas avoir la grande ouverture. Il coûte 50 € de plus, hein, même s'il a la compacité et compagnie. Hein. En termes d'autofocus, pour moi, c'est à peu près la même chose, les deux. Hein. Et lui, il a le défaut, quelque part, d'avoir un moteur autofocus d'ancienne génération. Hein. C'est probablement ça, son principal défaut. Donc, quelque part, ça va dépendre. Mais il a une belle distance de mise au point. On peut se rapprocher assez fort. Hein. Donc, c'est à vous de voir quels sont les critères que vous recherchez. En tout cas, c'est 3 beaux objectifs. Hein. Il n'y en a pas un des 3 qui a à éviter. Je pense que beaucoup de gens vont mettre le Viltrox en numéro 1, tout simplement parce que, proposé à 50 € de moins, il a quand même beaucoup d'arguments avec sa grande ouverture et son bel autofocus. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce test du 33 mm 1.4. Hein. J'ai reçu le 23 mm 1.4 que je dois tester, mais ça, on verra ça dans de nouvelles aventures. Je pars demain en Camargue faire un peu de photos, hein, parce que sincèrement, j'en peux plus de faire des tests. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez-moi les pouces levés vers le haut. Si vous débarquez chez Fuji, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils juste ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, en cliquant le bouton s'abonner. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!